podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Super épisode avec JC Lacasse, qui est un super coureur de l'Estrie, de la région de Sherbrooke. Mais avant l'épisode, j'ai un concours pour vous. Ça fait longtemps que je vous en parle, mais là, c'est le tirage officiel ce soir. Donc, j'ai 10 noms ici pour le tirage du dossard du Trail Pro Format qui a eu lieu dernier week-end de septembre au Mont Gleason. Il reste encore de la place si vous voulez vous inscrire en même temps. Donc, j'ai les 10 noms des personnes qui ont partagé l'épisode sur les réseaux sociaux. Je vais les nommer avant de faire le tirage. Je vais faire 2 raffles. Puis après ça, le top 3 des noms qui va sortir, ça va être ceux-là les gagnants parce que des fois, il y a quelqu'un qui peut partager puis qui est pas vraiment intéressé ou que finalement, il peut pas. Fait que je fais tout le temps ça. Trois noms. Donc, premier nom que j'ai, France Nollet, excusez. Joanne Gauvin, Kim Dubois, Erika Garcia, Geneviève Guimond, Karine Fontaine, François Béliveau-Côté, Caroline Pitt, Nancy Dion et Nathalie Duchamp. Donc, bonne chance à tous. Je pars le tirage. Donc, si vous voulez voir le raffle, vous savez juste avoir la version vidéo du podcast. J'imagine que c'est vraiment plate en audio. Donc, c'est parti, tirage au sort. Donc, là, c'est le premier raffle. Je vais l'arrêter, je vais le faire une deuxième fois. J'ai dit que j'allais le faire une deuxième fois. Donc, j'ai 3 noms. Fait que si jamais des 3 personnes qui ont gagné, ça fonctionne pas, ben j'irai j'irai fouiller dans la première banque si jamais ça fonctionne pas pour les 3. Donc, répétez le tirage au sort. Des fois, si jamais on a besoin des noms, Joanne, Kim et François. Donc, répétez le tirage au sort. Et voilà. Là, ça va être le vrai tirage. Donc, bonne chance à tous. C'est parti. Caroline Pitre. Yes! Caroline, qui est probablement la plus grande fan du podcast, qui est à Halifax. Donc, on va tirer un autre nom au cas où. C'est quand même loin, un bon 10 heures de route pour elle. Donc, après Caro, c'est Erika Garcia, ma conjointe. Troisième personne. Kim Dubois. Kim Dubois qui a fini dans les 2 tirages. Donc, super. Donc, Caro, félicitations. Puis merci de suivre le podcast aussi assidûment. Donc, Caroline Pitt, Erika Garcia et Kim Dubois. Donc, sans plus tarder, dernier épisode qui était dans ma banque que j'ai enregistré au mois de juillet. Juillet, j'avais fait un gros wrap de plein d'épisodes puisque je partais en vacances presque tout le mois d'août. Donc, voici ma conversation super intéressante avec JC Lacasse. Donc, bon épisode! Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un solide coureur de route. Il fait des vraiment bons temps. Il fait un peu de trail aussi, mais plus d'une façon récréative. Il a été une bonne partie de temps qui a été conseillé aussi pour vendre des chaussures. Donc, JC, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut JF, merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toi ce soir. Super, écoute, plaisir réciproque. Première question pour toi, JC, comment que le sport est arrivé dans ta vie?
Ben dans le fond, comme moi, j'ai pas été élevé dans une famille très, très sportive, là. Le sport que je faisais quand j'étais jeune, là, jusqu'à 18 ans, c'était de jouer au softball, en gros, là. Fait que, tu sais, 2 fois par semaine, 2, 3 mois dans l'été. Euh, tu sais, j'ai grandi quand j'étais adolescent à plus travailler avec mon père. Fait que on travaillait plus tu sais, des rénaux, on allait bûcher du bois dans l'hiver. Tu sais, les fins de semaine, les samedis, dimanches, ben, c'était pour être dehors à bûcher du bois, puis à sortir les bûches, puis tout ça. Dans le fond, j'ai commencé à faire du sport, euh, mettons, pour le sport, parce que j'ai commencé à courir quand je me suis rendu compte que ça me permettait de me déplacer plus rapidement pour revenir à l'heure pour mon couvre-feu. Là, tu sais, ça a commencé de là. Puis, dans le fond, j'ai OK. commencé à. Ouais, j'ai commencé à trouver ça le fun, dans le fond, parce que oui, tu sauves du temps, mais dans le fond, juste l'activité a commencé à être le fun. Fait que, autour de 18 ans, j'ai commencé à vouloir faire du triathlon. J'avais vu ça, j'avais vu quelque chose qui passait à la télé sur le triathlon. Fait que j'ai commencé, je faisais déjà de la course parce que je trouvais ça le fun, puis ça me permettait de me déplacer. Je me suis dit, bon, ben, faire du vélo, je suis capable de faire ça, puis je vais apprendre à nager, tu sais. OK. Ben, je savais flotter, mais tu sais, je savais pas nager, mettons. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je fais du triathlon, dans le fond, pendant 3 ans, avec le club de triathlon de Sherbrooke. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé aussi à avoir des entraînements structurés versus ce que j'avais pas avant. Fait que ça a commencé là. Après ça, dans le fond, je suis rentré à l'université en pensant améliorer mon triathlon, ben, la partie natation de mon triathlon. J'ai joint le Varéor Natation. Puis, dans le fond, j'ai commencé à trouver ça vraiment tellement le fun, la gang qu'on avait d'entraînement, puis les objectifs qu'on pouvait se donner en natation. J'étais un nageur, dans le fond, de distance, parce que j'ai toujours été plus un gars de distance que de sprint, mettons. Puis, dans le fond, j'ai fait de l'eau libre, j'ai fait des 5-10 km de nage là-dedans. Puis à travers toutes ces années de natation-là, je continuais quand même à courir un peu parce que c'est le sport que je pense qui m'accrochait le plus. Fait que ça a pas mal été comme ça mon introduction dans le sport, là. OK, OK, mais t'as fait des 5-10 kilomètres, tu dis, de nage, pis ça, c'était-tu en piscine intérieure ou en eau libre? C'était en eau libre, là. Fait que dans le fond, j'avais fait des C'est 5 quand même km, là. des bonnes distances, là. Ouais, ben, mettons, j'étais capable de racer un 5 km, puis je survivais à un 10 km, là. Ouais, 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 mais tu sais, on s'entend qu'un Ironman a 3,8, fait que c'est quand même des grosses distances, 10 kilomètres là. Ouais, puis, tu sais, comme souvent, les fois où j'ai fait des 10 km, c'était soit au lac Saint-Jean, soit au lac Mégantic. Fait que, tu sais, le lac Saint-Jean, tu rajoutes des défis de vagues, de température d'eau vraiment froide. Tu sais, il y a des années que ça passait pas, là. Tu sais, la nutrition, mettons, qu'on parle vraiment beaucoup dans le monde de la trail en ce moment. Ouais, Ben, quand tu as la tête dans l'eau, essayer de manger 100 grammes de glucides à l'heure, bonne chance, tu sais. c'est Fait clair. tu sais, tu te reviens sur le dos, tu prends une gorgée de Gatorade avec des gels concentrés, puis tu te dis que t'es Ouais. correct, là, tu sais. Ouais, puis back in the days, faut quand même être réaliste aussi. La nutrition est. Moi, juste quand j'ai commencé à courir en trail, il y a plus d'une dizaine d'années, la nutrition était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Fait que là, si on recule même plus loin que ça, Ouais, mettons les nageurs de Coupe du Monde de 10 km, il, ben, il y avait un gars de Sherbrooke, là, Xavier Dernay, qui faisait les Coupes du Monde, puis il était comme, ben, l'idée, c'est de pas avoir à arrêter au ravito parce que c'est trop le bordel, tu t'arrêtes, tu sors du pack, tu te donnes des coups quand tu nages, puis, fait que, tu sais, il s'entraînait à pas avoir besoin d'arrêter. Fait que pas avoir besoin de manger pendant 1h50 d'effort, tu sais, tu vois vraiment pas ça aujourd'hui, là, aïe comme aïe. mentalité, là. Non, c'est clair. Puis, c'est pas comme en vélo, tu te traînes une banane en arrière. Il n'y a pas cette, cette flexibilité-là en nage, là. Ton coach, mettons quand j'étais au marathon de la relève, le coach était sur un petit bateau à moteur avec une perche, que dans le fond, nous, on fabrique une perche. Là, fait que tu prends un manche à peinturer, là, un manche pour un rouleau de peinture, tu tapes une tasse à mesurer dedans, puis tu mets un verre. Puis tu sais comme, bah ben, ça, c'est ce que je prends. Tu le bois, puis tu repitches le verre dans le bateau, puis t'es reparti. OK. Ouais, quand même, hein? Ouais. Puis, sinon, ça t'a-tu déjà intéressé, mettons, de faire des défis plus extrêmes que ça en nage que 10 kilomètres? Euh,
Je pense qu'à un certain moment, j'avais espoir d'être capable de faire ça. Ouais. Mais tu sais, j'ai commencé sur le tard. On s'entend que pour un nageur, commencer à nager sérieusement à 21 ans, euh, t'es au moins 8 ans en retard, là, minimum. Ouais, 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 ouais. Fait que là, tu sais, ça m'aurait pris tellement de kilomètres de nage pour, sur un court laps de temps pour revenir, dans le fond, racquérir toute cette historique de nage-là, que mettons, rapidement réalisé que faire 32 kilos pour traverser le lac Saint-Jean, j'avais probablement pas ce qu'il fallait pour ça, là. Puis, tu Mhm. sais, ultimement, on s'entend que je mesure 5 pieds 8. Je suis pas mal plus une shape de coureur, mettons, qu'une shape de nageur, là, Ouais, puis naturellement, ouais, c'est là. ça, t'es un gars qui est assez maigre aussi, fait que, ouais, 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 tu ouais. sais, j'étais le petit gars dans les clubs de natation du Varéor, là, tu sais, comme, j'étais toujours entouré de gars de 6 pieds puis plus, là. Puis moi, Mhm. j'étais le petit, là. Ok, ok. Fait que la course a toujours été là d'une façon récréative, mais plus comme entraînement croisé. Ouais, exactement. Surtout dans ces années-là, là, tu sais, je vous ai j'essayais de courir vite quand je faisais du triathlon, on s'entend, mais vu que j'étais au balbutiement, mettons, de mon historique sportif, ben, c'était les bons efforts. J'ai déjà couru quand même assez bien, mettons, mais jamais à des niveaux qui m'auraient permis d'imaginer que aujourd'hui, je peux encaisser des semaines à 120, 130, 140 kilos, puis ça me dérange pas, tu sais. Ok, ok. Quand je faisais du triathlon, c'était comme, hey, j'ai fait une semaine de 45 kilos, c'est vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est vraiment louable, là, mais quand tu vises une performance en course à pied, d'habitude, pour du longue distance, ça prend quand même un peu plus de millage, là. Fait que, Ouais, 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 ouais. Puis c'est quoi les distances que t'as faites en triathlon? je faisais surtout sprint olympique. Ok, Fait que dans le fond, je faisais les courses, je me rappelle pas comment ils s'appellent, là. Je pense que c'était Elite qui appelait parce qu'on avait le droit de faire du drafting, là. Fait que sur le réseau québécois, surtout. J'ai fait ok. un demi-Ironman une fois. Puis ça, ben, on va peut-être en parler plus tard dans l'épisode, là, mais l'alimentation, ça n'a jamais été mon strong suit, là. Je suis Ok, vraiment pas bon pour manger à l'effort, là. Fait que, tu ok. sais, un effort de ce qui aurait dû, mettons, me prendre 4h30, mettons, j'avais pas réussi à manger assez. Rendu à moitié du bike, j'avais plus aucun fun. J'ai marché la moitié du demi-marathon parce que j'étais complètement sauté de pas avoir mangé assez. Puis tout. Fait que, tu sais, je suis monté jusqu'à un demi-Ironman où, dans le fond, j'ai survécu à un demi-Ironman plus que Plus qu'en profiter, là. Ouais, exact, on va dire ça comme ça. Ok. Ok, ouais, je comprends. Non, puis je comprends, mais la nutrition, c'est quand même tellement un monde complexe aussi, là, à l'effort, là. Tu sais, en course, c'est quand même dur. C'est une nutritionniste qui me disait ça, que, tu sais, ton estomac brasse tellement que tu peux pas nécessairement manger n'importe quoi. À vélo, t'as Ouais. moins cette limitation-là, mais... Mais encore là, il faut que tu aies le réflexe de manger, tu sais, comme, Ben, qui c'est est un ça. réflexe que moi, j'avais pas vraiment développé, là. J'étais comme, ah, ben, Ouais. j'ai mangé 6 jujubes sur mon 90 kilos de bike. Ça doit être assez, tu sais. Ouais, puis il faut être réaliste aussi. Avant l'arrivée des réseaux sociaux plus intensément, ben on avait quand même moins de guidelines puis moins de conscientisation de la nutrition, là. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. Je pense que dans les derniers 3 ans, c'est un sujet qui a vraiment explosé, là, surtout dans le monde de la trail. Peut-être que ça fait Ouais. un peu plus d'années que ça dans le vélo, mettons, mais tu sais, il faut que tu sois vraiment à l'affût du monde du vélo pour, euh, pour avoir suivi le trend nutrition, mettons, là. Tu sais, moi, je suis beaucoup plus à l'affût du monde de la trail. Fait que quand le trend nutrition est arrivé, je suis comme, c'est vrai que je mange pas assez. Tu Ah ouais, sais. c'est clair. Je suis le premier, moi aussi, à avoir constaté ça. Pourquoi que je banque après 5 heures puis je mange juste du sucre? Ben, c'est peut-être un peu ça. Là. Je pense que tout est dans la phrase, là. Ouais, c'est ça. Ok, ok, super ça. Puis, c'est quand que la course a pris plus de temps. Mais avant que la course prenne plus de place dans ta vie, il y a eu d'autres sports aussi, je pense que ski de fond, entre autres.
Ouais, exact. Là, dans le fond, quand je suis sorti de l'université, j'avais décidé, dans le fond, que j'arrêtais de nager là, parce que, tu sais, avec l'horaire d'université, on pouvait nager là, un 15 à 20 heures par semaine avec 2 séances de muscu. Fait que, tu sais, ça prenait quand même beaucoup de temps. Puis, non seulement ça, mais c'est qu'en plus, c'est des plages horaires définies, là. Fait que, tu sais, Mhm. le coach est sur le bord de la piscine de 6 heures à 8 heures le matin, puis de 4 heures à 6 heures le soir. Fait que là, tu sais, si t'as un job qui commence à 8 puis qui finit à 5, ben, t'as manqué les plages horaires d'entraînement. Fait que, tu sais, ça a rajouté des contraintes de comme, ben, si je veux continuer à progresser dans la natation, il faudrait que je continue à au moins m'entraîner autant, mais sans plage horaire. Fait que dans le fond, j'ai décidé de changer de sport. Puis j'avais des amis qui faisaient du ski de fond, entre autres Auguste, que j'ai rencontré là, un peu par l'intermédiaire du ski de fond. Puis d'autres amis avec qui je travaillais dans une boutique spécialisée qui vend des souliers de course et du ski de fond. Fait que dans le fond, c'est mes amis qui m'ont dit JC, viens faire du ski. Là. T'as un chest de nageur, tu vas être capable de pousser ses épaules, puis tu vas trouver ça le fun, c'est sûr. Fait qu'ils m'ont montré comment skier, puis je suis embarqué. Je suis embarqué dans le club de ski de fond du Mont Offord. Pendant à peu près 3 ans de temps, je faisais juste travailler, faire du ski. Travailler, faire du ski, travailler, faire du ski. Tu sais, c'était le mode de Ah ouais. vie. Là. Ok, Tu, ok. tu suis l'horaire, le coach a dit, tu fais ça, tu fais ça. Puis j'avais vraiment beaucoup de plaisir parce que tu sais, c'est un sport un peu comme la natation où est-ce que tu peux faire énormément d'heures parce que tu n'as pas l'impact. Ouais, c'est Euh, ça. Comme le vélo, entre autres, aussi. exact. Ouais. Fait que tu sais, tu peux faire énormément d'heures, tu peux faire beaucoup de séances d'intensité dans la semaine. Fait que tu as toujours l'impression d'être sur le bord, d'être complètement fendu, puis t'es comme, hey, dans le fond, je peux me lever le lendemain matin. Fait que, comme ça a été comme un sport de transition, je dirais, là, avant de commencer vraiment la course. Tu sais, passer Ok. d'un environnement où dans la nage, t'as aucun impact, absolument zéro impact. Au ski de fond, où est-ce que tu as quand même besoin de stabiliser tes chevilles pas mal parce que tu skis sur une planche de bois de 4 cm de large. Faut que tu sois alerte quand la neige est dure. Fait que là, tu travailles beaucoup la stabilité de pied. Tu travailles un peu l'articulation de la cheville. Fait que ça, c'était un de mes points faibles, dans le fond, qui faisait qu'à la course, je pouvais pas encaisser de gros volume parce que j'étais toujours blessé dans ces endroits-là. Fait que là, je pense que ça a vraiment bien servi de transition. Puis c'est ça, là, en 2020, je me suis réessayé à juste courir, dans le fond, après quelques années de faire du ski de fond. Puis c'est la fois où je dirais que ça l'a collé. Fait que dans le fond, là, j'étais capable de juste courir. Ça, vu que ça a Fait que toujours été. probablement que le ski en amont t'a aidé à bâtir cette force-là. J'ai aucun doute que oui, là, parce que, tu sais, dans le fond, c'est que tu as moins d'impact que dans de la course à pied. Il y a, tu sais, un bon 4 mois, 3 mois dans l'année où est-ce que tu cours pas parce que tu fais juste skier. Fait que, tu sais, les 9 autres mois dans l'année, tu fais un peu de ski à roulette, un peu de vélo, un peu de course. Fait que ça augmente un peu le volume progressivement. Le corps est capable de le prendre un peu mieux. Le ski de fond durant l'hiver continue à renforcer un peu les structures. Fait que, tu sais, moi, je le vois vraiment comme si j'avais pas fait de ski, je pense pas que je serais capable de courir comme je suis capable de courir maintenant. Mhm. Cool, super intéressant ça. Puis tu sais, souvent les entraînements croisés, malheureusement, on découvre ça avec des blessures qui apparaissent, mais je pense que c'est bon de garder une certaine variété, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, des sports comme le ski de fond, le ski de randonnée, c'est aussi des sports dans lesquels c'est tellement des bons sports pour vieillir dans le sport, tu sais. Ah ouais, c'est Euh, clair. t'as une question d'équilibre parce que tu es sur des skis qui glissent, t'as le fait que tu utilises ton haut de corps avec l'épaule. Tu sais, quand on vieillit, on a plus tendance à perdre la masse musculaire rapidement. Puis si on n'utilise pas les muscles qu'on a, ben c'est sûr qu'on les perd. Fait que, tu sais, oui, marcher, courir, c'est super bon pour tout ce qui est cardiovasculaire, bas de corps. Mais ton haut de corps, si tu travailles dans un bureau, exemple, à répondre à des courriels, tu n'utilises pas beaucoup tes pecs, tes deltoïdes, puis tes dorsaux, là. C'est clair. Fait que, Ah ouais. tu sais, si tu rajoutes du skimo, du ski de fond, ben, tu viens solliciter un peu des muscles de haut de corps qui non seulement c'est bénéfique pour la pratique du sport,
que tu fais aujourd'hui, mais c'est bénéfique pour dans le temps aussi, là, tu sais. Mhm. Puis je me rappelle d'un coach de course à pied que je nommerai pas, là, mais qui m'avait dit que le ski de fond semblerait que c'était le sport, le meilleur sport pour développer son VO2 max. Fait Ben, que, c'est des sports, tu sais, que ça commence relativement jeune habituellement. Les plus gros VO2 max enregistrés, c'est des fondeurs. Des fondeurs ok. au-dessus de 90 de VO2 max, il y en a plus qu'un, là. Mhm. Puis c'est que tu peux te permettre de faire des efforts super intenses, tu sais, 3 fois par semaine, puis te récupérer de ton effort. Fait que tu peux juste ressolliciter le corps. Puis aussi, c'est que les mêmes athlètes vont faire des sprints, entre guillemets, qu'ils appellent, qui sont des efforts de 1,2 à 1,5 kg, fait qu'à peu près 4 minutes, mettons, en ski. Euh, Puis, ils vont aussi faire des 50 km. Fait qu'il faut que tu développes une grosse filière énergétique. Tu vas chercher des entraînements souvent, tu sais, pour du high speed qui va être payant en VO2 max. Puis en dehors de ça, tu le jumelles à une base aérobique intense parce qu'il y a des 50 kilos, ça te prend une grosse base aérobique. Puis, Fait que ouais. c'est vraiment des bases solides pour un. S'il y a des ultramarathoniens qui nous écoutent, c'est quand même vraiment intéressant comme sport d'alternance de saison, là. Ouais, ah ouais, vraiment, là. Puis, tu sais, ça change un peu le mal de place. Aussi, tu peux faire ou du skate ou du classique, dépendant de ce que tu as envie de faire. Fait que t'as deux types de mouvements qui sont complètement différents. Fait que c'est vraiment un beau sport d'hiver, là. Pour vrai, des hivers comme l'année passée où est-ce qu'il a neigé, là, à pu finir, ski, là. Mais moi, je m'y connais pas bien en ski de fond, là. Je l'ai fait quelques fois de même, de façon récréative. Mais semblerait que le classique, c'est relativement un peu plus facile pour commencer. Ouais, ben, je dis, tu sais, mettons, le dicton qu'on a en ski de fond, là, c'est que le classique, c'est le plus facile pour être capable de se déplacer sur des skis. Fait que quand tu commences, le classique, c'est plus facile que le skate. Mais pour être vraiment très bon techniquement, le classique est plus difficile que le skate. Parce que dans le OK. fond, le classique, il y a un gros paramètre de timing. Fait que tu sais, faut que ta hanche soit assez en avant sur ton ski, puis que le timing soit vraiment précis pour venir écraser la poche de fartage pour que ça colle. Puis après ça, aussitôt que tu sens que ça colle, tu transfères toute la force que tu peux dans la jambe avec l'épaule en même. Tu sais, avec l'épaule à différents moments. Fait que la technique de classique est facile parce que si ton ski est bien sélectionné, tu peux à peu près marcher avec, puis tu vas être capable de te déplacer. Mais si tu cherches la performance en classique, ça prend une petite coche de plus souvent là, qu'en skate, que dans le fond, là, en skate, c'est assez. Une fois que tu as compris le mouvement, tu as de l'équilibre sur le ski. Souvent, c'est ça qui est le plus gros défi, là, c'est d'être en équilibre sur une jambe, sur le ski qui se déplace, qui se déplace dans l'angle que tu l'envoies, mais qui peut aussi se déplacer de gauche à droite un peu. Fait que, c'est une fois que tu as compris cet équilibre-là, puis le phasage du mouvement, c'est assez simple, là, le skate. Là. OK. OK. OK, super ça. Donc, mais avant que tu parles là, de la course à pied, que tu as commencé à faire plus de volume en 2020, j'aimerais ça qu'on parle des. Qu'est-ce qu'on a parlé un peu en pré-entrevue, que tu sais, tu as fait des courses quand même à une époque un peu légendaire du trail, là, avant les années 2010, là, dans le temps qu'il y avait 17 ultra trailers au Québec, là. Ouais, ben dans le fond, c'est que quand j'ai commencé avec le club d'éducation de Sherbrooke, ben, tu sais, moi, je m'entraînais souvent dans le Mont-Bellevue parce que j'ai habité à côté du Mont-Bellevue, qui est une petite montagne style Mont-Royal à Montréal, mettons, là, mais pour Sherbrooke. Euh, Fait que, tu sais, je me suis entraîné là-dedans. Souvent, là, j'allais courir là, pour le fun. Mes jogs, c'était dans le Mont-Bellevue. Puis, le coach du club de triathlon à l'époque, il était comme ah, moi, je vais aller faire l'extrail. Là. Vous pouvez venir faire l'extrail si vous voulez. Fait que là, on parlait du X-Trail à Offord qui offrait deux distances à l'époque, soit le 10 kilos, qui était en gros comme 7 kilos de piste de ski de fond. Tu montais direct en dessous des télésièges, puis tu redescendais par la 4 kilos. Ou sinon,
t'avais aussi le, le 21 km là, qui passait par le Sentier des Crêtes. Là. Qui Fait que, était tu sais, un moi, 23-ish qu'on m'avait dit, là. probablement, ouais, parce que tu sais, il fallait que tu Ouais. passes par les sentiers de ski de fond, tu fasses tout le Sentier des Crêtes, puis tu redescendais par la 4 km, là. Fait que, dans le fond, euh, moi, j'ai fait mon premier extrail pour pas dire n'importe quoi, je pense certain que c'est en 2009. Fait que, OK. tu sais, il n'y avait pas grand monde qui faisait, tu sais, c'était une course populaire, mais, tu sais, c'était pas populaire à l'échelle du QMT, mettons, là. Fait que, Non, tu sais, non, c'était ben beaucoup pour. plus Avant petit, les là. médias sociaux, faut vraiment se Ouais. replonger dans l'air du temps, là, puis tu sais, il y avait, moi je me rappelle qu'il y avait comme deux courses de trail au Québec. Il y en avait une au printemps, c'était Sutton, puis il y en avait une à l'automne, c'était Offord. Ouais, exact. C'était pas mal ça. Tu sais, dans le fond, le Sutton, moi, je l'ai fait juste une fois à cette époque-là. C'était une année où c'était les championnats canadiens de course en sentier. Puis, dans le fond, euh, cette année-là, il y avait David Leporo, Alistair Garner, si je me trompe pas, puis plein d'autres gros noms, là. Puis, tu sais, moi, j'arrivais là comme le nageur qui pense qu'il est en forme parce qu'il nage beaucoup, mais je savais pas courir, là, tu sais, comme ça faisait longtemps que j'avais pas couru, là, la forme de course était loin, là. Fait que ça, c'était quand même une belle expérience, c'était le fun, puis, tu sais, ces époques-là, c'était c'était toujours, tu sais, comme, mettons, si t'avais un bon fitness, puis tu savais courir, tu sortais tellement bien ton épingle du jeu comparé à maintenant où est-ce que le calibre est beaucoup plus élevé puis il y a beaucoup plus de densité. Ouais, ouais. Euh, mais ça faisait quand même des beaux événements, même si t'avais moins de densité, là. L'ambiance était toujours le fun, c'était festif. Puis offered à la mi-octobre, tu savais jamais si t'allais courir en cami puis avoir un coup de chaleur ou si t'allais arriver en haut puis aller avoir comme 2-3 pouces de neige, là, tu sais. Fait que c'était Mhm. toujours, euh, c'était toujours intéressant pour ça, ces courses-là. Là. Mhm. Ouais, puis tu sais, je me rappelle de. En tout cas, de quand j'ai commencé à courir en trail, tu parlais de David Leporo, là, qui avait busté tous les records partout dans les 6 courses qu'il y avait, là. Puis Alistair aussi, je pense qu'il était un des trucs, une des personnes dominantes pas mal. Fait que, ouais. Puis en passant, petite parenthèse aux auditeurs, c'est quelqu'un qui a un contact de David Leporo, ça fait longtemps que je veux l'avoir sur le podcast. Mais ok, cool. Fait que mais ça s'était bien passé quand même pour toi, même si c'était plus un coureur récréatif. Oui, parce que ben, je pense que probablement que c'est ma foulée de course ou physiologiquement, je suis quelqu'un qui monte assez bien les côtes. Puis Ok. c'est quelque chose que j'aime faire, là. Tu sais, comme des efforts de vertical, c'est quelque chose que j'aime super bien. Fait que monter en dessous des, tu sais, comme on roulait ces pistes de ski de fond, c'était pas super. Monter en dessous des télésièges, là c'est là que je m'amusais, là, tu sais. Puis comme ça montait à bloc, là, puis ça allait, tu sais, je montais vraiment bien, mettons, pour quelqu'un qui avait pas nécessairement un gros bagage de coureur. Ok. Puis après ça, tu sais, descendre, mettons, je pense surtout au X-Trail Offerd parce que c'est celui que j'ai fait le plus souvent, là. Je dois l'avoir fait 5-6 fois, là. Tu sais, après ça, descendre à 4 kilos, ben, quand tu as 19, 20 ans, il y a une vitesse en descendant, puis c'est à fond ben raide, puis ça passe bien d'habitude, là, tu sais. Fait que, Ok, cool. Super. Puis, par curiosité, là, est-ce que tu te souviens combien qu'il y avait de coureurs, mettons, par événement? C'était-tu genre des 200 coureurs ou c'était plus petit que ça, j'imagine? le 21 km qui passait par le Sentier des Crêtes, je sais que le nombre d'inscriptions était limité par la CEPAC parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait Ouais. trop de monde qui passe sur le Sentier des Crêtes. Ouais, ouais, ouais. Puis, je pense pas qu'il y avait le droit à 200 personnes, là. J'ai le chiffre 150 dans la tête, mais c'est sous toute réserve, là. Ouais, ouais, non, mais c'était par curiosité parce qu'en soi, l'évolution du trail a tellement explosé, là. C'est Ouais. malade. En 2015, au Bromont Ultra, il n'y avait rien de sold out à ma connaissance. Puis à cette heure, il faut s'inscrire dans la semaine que les inscriptions rouvrent, là. Fait que Ouais, c'est ça. on Ça a est bougé rendu un beaucoup, petit là. peu ailleurs, là, ouais.
Ouais. Ok, super ça. Fait que, ok, revenons à tes débuts, en fait, avec plus d'assiduité, puis plus craqué et sans blessure en course à pied. Tu disais autour de 2020, tu t'es mis vraiment pour la peine, puis ça se passait bien pour toi. Ouais, ouais, c'est pas mal là que j'ai commencé. Dans le fond, là, le groupe d'entraînement avec lequel je m'entraînais en ski de fond, comme à peu près tout, je pouvais plus faire d'entraînement de groupe. Ah ouais. Ça a comme tombé exactement à la fin de la saison de ski de fond. En plus, là, je me rappelle, 2 semaines avant que tout ferme, ben, je faisais une course de ski de 50 kilos dans le Vermont à Craftbury. Puis c'était comme, tu sais, c'était pas mal la fin de la saison organisée. Fait que là, tu sais, moi, je suis tombé en off-season, ça, c'est arrivé. Puis je suis comme, ben, je vais recommencer à juste jogger autour de la maison parce que c'est ça qu'on pouvait faire, tu sais. Mhm. Fait que ça comme cette fois-là, ça l'a bien reparti. Tu sais, j'étais capable de courir sans trop me blesser. Euh, je faisais des plus petites sorties. Là, je me rappelle que tu sais, c'était des sorties de 3 4 kilos. Quand je faisais des doubles, tu sais, je doublais, je faisais 4 le matin, puis 5 le soir, tu sais, puis c'est comme ça que ça l'a rentré tranquillement. Toujours, ben, j'étais encore proche de Bellevue, fait que la majorité des jogs, c'était dans Bellevue. Les intensités, ben, je les faisais plus sur route parce que c'était mon habitude, peut-être un peu mon bagage de quand je faisais du triathlon, d'essayer de courir vite sur la route. Ok. Puis, dans le fond, là, ça l'a déboulé comme ça. Cette année-là, j'étais capable de m'entraîner, faire des sorties de trail. Je me rappelle, cet été-là, en juillet, j'avais fait, mettons, la traversée du parc d'Offord, fait que de la route 112 à la route 220. Fait que, tu sais, tu passes par Ruisseau des Chênes, sommet d'Offord, Sentier des Crêtes, Montchauve, tu arrives de Ouais. l'autre bord, là. Qui est un 23 km-ish, là. Ouais, exact, exact. Avec On avait un fait ça. bon dénivelé. C'est-tu 1500, ça se peut-tu? À peu près, là, tu sais, dépendant de ta montre, Proche elle de prend ça. quoi? C'est entre 1003 et 1005, je pense, là. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. quand même un bon ratio dénivelé. Puis sur des sentiers que, tu sais, tu peux pas beaucoup courir, là, mettons, si on compte la section de la 4 kilos qui est courable, puis une petite Ouais. section de ski de fond, t'as peut-être 3 kg et demi, 4 kilos que tu peux courir, là. Mettons, Ouais. librement, là. Ouais. Puis le sentier des crêtes, tu sais, il y a tellement de bouts qu'il faut que tu sois tellement focus que Ouais. courir, c'est un peu comme des White Mountains. Tu peux pas toujours courir. C'est ça, exact, là. Tu sais, tu essaies de te déplacer le plus vite possible, puis des fois c'est à la course, des fois c'est à la marche, mettons. C'est ça. Ok, super ça. Fait que ta progression, ça allait bien, là. T'avais plus de douleur en augmentant le volume. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, là, cette année-là, je faisais encore beaucoup d'entraînement croisé. Fait que, tu sais, je jumelais avec du vélo puis du ski à roulettes comme j'avais fait les étés précédentes pour me préparer à la saison de ski. Euh, Fait que beaucoup de ça. Puis là, plus que ça allait, dans le fond, dans les années, là, tu sais, 2021, ben, j'étais capable d'encaisser encore un petit peu plus de volume. Fait qu'un petit peu moins d'entraînement croisé, plus de volume de course à pied. Mhm. Toujours garder les intensités à travers ça, puis essayer d'augmenter les intensités de manière raisonnable en lien avec le volume. Tu sais, pas trop augmenter le volume et les intensités en même temps, mais pas non plus juste faire du volume, pas d'intensité. Fait que, tu sais, j'ai réussi à progresser à travers tout ça. Euh, j'ai quand même eu des courses sur route que j'étais vraiment comme content des résultats. Dans les années 2021-2022, j'avais commencé à courir donc, du demi-marathon. Euh, en, j'avais fait en 2022, je pense certain que j'avais fait quelque chose comme une 12 O, quelque chose comme ça. Fait que les résultats, ils s'en venaient aussi 1h12. avec. Ouais, Quand même, c'est. Ouais, c'est très respectable, là. ouais, exact. Là, ça fait que tu es capable de te présenter à une ligne en étant confiant de faire une race, mettons, puis de pouvoir racer avec beaucoup de gens. À Euh, suivre pas mal le peloton de tête, là. Ouais, c'est ça. Exact. Là, ça rend les courses aussi dynamiques là, parce que tu sais, les pelotons de tête au Québec sont pas non plus super denses. Fait que tu connais pas mal tout le monde. Fait que tu sais, si cette Ouais. personne-là est là, mettons, ben elle, tu la suis pas parce que c'est une mauvaise décision d'essayer de la suivre, mais les deux, trois autos là, ben tu sais que tu vas être un groupe, puis là, ben
ça peut venir jouer un peu de comme, bon, ben, est-ce que je fais un move à 12 kilos? Est-ce que j'attends un peu plus tard? Est-ce que, ça rend ça dynamique puis le fun, là, je pense, là. OK. Puis je suis curieux de savoir, une semaine pour toi normale, c'est quoi? C'est-tu 2 sorties d'intensité? Ouais, pas mal, là. Dans le fond, là, souvent, je bâtis mes semaines, là, parce que dans le fond, j'ai pas d'entraîneur, là. OK. Je me planifie souvent comme j'ai un objectif après, dans 3 mois, mettons. Bon, ben, je planifie mes volumes hebdomadaires jusqu'à là pour me donner un cadre. Fait que, tu sais, avoir des semaines où est-ce que le volume augmente, semaines de repos, parce que, tu sais, si je les planifie pas, ben, quand t'es dans le moment, t'es comme, ben, je me sens bien, je vais comme faire une autre semaine plus grosse, puis alors que, tu sais, je me connais, fait que je sais, il faut que je planifie. Ben ça va être une petite semaine, tu sais. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Il y a souvent 2 intensités par semaine. Puis, dépendant des semaines, la longue run va ben, souvent, je dirais là, quasiment une semaine sur deux être une longue run là, soutenue. Là, tu sais, des 25 à 30 kilos en chemin de terre vallonné, où est-ce que tu gardes les pulses là, dans le haut de la zone 2 mettons. Là, tu sais, tu rentres pas au seuil. Mais Fait que d'une tempo run, c'est ça qu'on... ben, Plus je ou moins. dirais, mettons, c'est pas du tempo run, ça reste un jog. Puis quand il y a quand mettons, c'est le chemin de terre, c'est vallonné, ben, tu as des bonnes montées. Ben là, dans la montée, ben oui, tu vas monter probablement du demi-train. Jamais vraiment l'effort tempo, là, à moins que tu vas courir avec Rémi Leroux, puis là, tu peux pas le laisser tout seul en avant. Fait que là, tu vas monter, mettons, mais tu sais, règle générale, c'est ça. Ça va plus dans du demi-train, un effort que tu es capable de soutenir, mettons, pendant 2 heures, 2 heures et demie. Puis après ça, ben là, la côte a fini, fait que tes pulses redescendent un peu. Tu continues à dérouler, mettons, un jog soutenu. Là. OK. Ouais, fait c'est pas mal comme ça que je bâtis mes semaines. Là. Puis c'est comment que t'as appris à bâtir tes propres entraînements? Ben, je pense que c'est venu beaucoup avec le bagage. Là, tu sais, ça fait quand même 17 ans que je m'entraîne en sport d'endurance. Mhm. Fait que, tu sais, C'est... puis dans le fond, là, au début, en triathlon, j'avais un coach. En natation, j'ai toujours eu un coach. En ski de fond, j'avais aussi un coach. Puis rendu en ski de fond, tu sais, comme mon coach de triathlon, je faisais juste faire ce qu'il me disait, puis that's it. En natation, c'était beaucoup le mindset que j'avais aussi, c'est l'entraînement, il est sur le tableau. Tu poses pas de questions, tu mets ta tête dans l'eau, puis tu fais ce qui est marqué sur le tableau, puis peu importe, là. Puis, tu sais, je pense qu'au moment dans ma carrière sportive où j'étais, c'était la chose à faire, parce que si tu commences à douter de tout ce que le coach fait, ben, au moment où j'étais, c'était comme, faut juste que je bâtisse de la base, puis que je devienne plus fort, puis, tu sais, comme, fais ce qui est marqué, le coach, il sait ce qu'il fait, puis that's it. Puis là, quand j'étais rendu en ski de fond, ben, j'étais quand même plus vieux. Je pense que j'avais développé plus de curiosité, puis je voulais quand même, mettons, mieux, tu sais, discuter un peu avec le coach de savoir comme, OK, tu fais ça comme ça pour ça, 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 ça. Fait que je pense qu'en discutant avec le coach de ski de fond, j'ai vraiment plus compris les principes d'entraînement. Puis j'ai rétroactivement compris ce que les autres coachs me faisaient faire aussi, dans le fond. Là. Ben ouais, Fait ouais, ouais. Fait que t'as développé une autonomie comme ça au fil des années, là. ouais, puis tu sais, à la base, mettons, à la course à pied, la raison pour laquelle j'avais pas d'entraîneur, c'était que j'avais peur de, tu sais, me connaissant, c'est que si le coach avait marqué quelque chose sur le plan d'entraînement, Hmm. j'allais le faire. Peu Ben importe ouais. les conditions. Puis au début, quand quand j'ai commencé à vraiment plus courir, ben, j'avais toujours peur de me blesser puis de faire des erreurs. Dans le fond, d'en faire trop. Fait que dans le fond, j'ai appris à augmenter mes volumes tranquillement puis à builder quelque chose que pour moi, ça marche. Tu sais. Mhm. Fait que, dans le fond, j'en ai juste. C'est juste resté comme ça. Puis là, maintenant, tu sais, je pense que je fais assez de volume que je pourrais avoir un entraîneur qui me donnerait des plans d'entraînement structurés et tout. Mais vu que j'ai réussi à me faire progresser dans les 4 années, mettons, où est-ce que je me suis vraiment concentré en course à pied, ben, je vais continuer encore, voir jusqu'à de continuer à me faire progresser. Mhm. OK, super. Puis,
Mais là, t'as quand même fait des courses intéressantes, puis avec des pas pires classements, là. Ça a été quoi la première course significative, là, disons, ton retour plus intense, course sur route, que t'as fait, wow, ok, là, j'ai quand même un certain potentiel à courir avec le peloton, puis... J'aurais tendance à dire que c'était le demi-marathon à Granby. Tu sais, c'est pas des grosses courses là où est-ce qu'il y a les plus gros fields, mais toujours des fields intéressants. Puis tu sais, j'avais couru avec Alvaro Cueto, qui est un bon Ouais, ouais. coureur sur route là. Ouais. Qui a J'avais gagné couru avec plusieurs courses. lui. Ouais. J'avais fait un 1-12 là, mettons, avec lui. On a couru ensemble les 12 premiers kilos. Puis là, à comme 13-14, je me suis dit, hey, j'accélère, je la connais, cette piste cyclable-là. Je peux rouler là-dessus. Puis j'ai accéléré, puis tu sais, j'ai réussi à le décrocher. Puis il y a comme Maxime Lopez qui faisait un entraînement qui était comme 2 minutes en avant de nous, mais puis là, après ça, tu sais, dans le fond, puis après ça, il y a moi, puis je suis comme, hey, je suis capable de faire des moves sur des gens qui courent pas mal, là. Fait que, tu sais, ça l'aide à bâtir la confiance, je pense, là. C'est clair. Euh, Puis ça a progressé comme ça avec le temps, là. J'ai des amis à Rimouski, fait qu'on va souvent faire, mettons, j'allais faire le 10 km de Rimouski, le demi de Rimouski. Ou est-ce que là aussi, tu sais, je me fixe des objectifs de temps, puis souvent, je suis capable d'arriver proche, tu sais. Fait que même si les objectifs semblent ambitieux à la base, ben, ma progression fait que je suis capable de m'approcher de ces objectifs-là, fait que ça me motive à continuer à me fixer des objectifs ambitieux, là. Mhm. Fait que, ouais, je dirais que c'est pas mal. Mettons, ça, c'est mettons la course qui m'a fait penser que je pouvais continuer à vouloir m'améliorer puis que c'était pertinent, là. Et là, tu as parlé de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as parlé de se fixer des objectifs pour progresser. Ouais. Ça c'est intéressant, puis c'est quelque chose qui m'intéresse un peu parce que, tu sais, quand tu cours sans aucun objectif, ben, tu peux progresser, mais, tu sais, quand tu as un plan qui est flou, ben, je pense que c'est plus difficile d'avoir une vision vers quoi tu veux aller, tu sais. Ouais, exact, là. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que pour quelqu'un qui. Tu sais, moi, j'ai quand même une optique de performance. Fait que je vise quand même la performance. Fait que c'est important d'avoir des objectifs parce que si tu vises la performance, mais que tu ne chiffres pas cette performance-là, tu cherches pas vraiment la performance, là. Tu sais, il Mhm. faut pouvoir la chiffrer. Puis, en course sur route, la chiffrer, c'est quand même assez facile parce que c'est une allure au kilomètre. Fait que Ouais. soit tu tiens l'allure, soit tu tiens pas l'allure. Fait que là, tu sais, puis c'est de vouloir se fixer des objectifs qui peuvent aussi être variés un peu pour garder la motivation à travers tout ça. Mhm. Tu sais, tantôt, je disais que j'aime vraiment ça, faire des montées, mettons, ben, tu sais, souvent, on parlait d'entraînement aussi structuré. Fait un peu le lien à travers ça, c'est que même si je suis un coureur sur route, je vais faire des tempos en montée. Le monter à 4 kilos à bloc, là, j'aime ça, là. Tu sais, un tempo de samedi matin, 20 minutes, monter 4 kilos. Parfait, c'est ça qui est sur le plan, c'est pas compliqué. Fait que là, tu sais, tout ça, ça me permet d'avoir des objectifs variés qui peuvent être de euh, faire des montées, mettons, où est-ce que je sais que je peux aller chercher un bel effort, un temps de référence, puis je combine ça à d'autres objectifs qui sont, ben, j'aimerais ça passer en bas de 31-30 au 10 km, mettons. Bon, ben, Mhm. faut passer au bas de 31-30, c'est facile, comme objectivement à s'imaginer. Ça te fait euh, 3, 3,09 de pace. Fait que si t'es pas capable de tenir 3,09 10 fois de suite, ben tu l'auras pas. Fait que dans le fond, comment est-ce que je fais pour avoir 3,09 de pace? Ben, faut que je construise mon système aérobique pour me rendre à être capable d'endurer une certaine charge. Puis à travers tout ça, je fais des entraînements de vitesse pour que 3,09, ça n'ait pas l'air d'être le bout de la vie, mettons. Mhm. Puis, fait que, en ce moment, c'est un peu ça, là. Tu sais, comme j'ai fait 31,43 sur 10 km l'année passée. Fait que cette année, 31,30. Ça fait du sens. Fait que c'est le prochain objectif. Puis à travers tout ça, je suis comme, ben, j'aimerais ça, mettons, faire un TT sur la montée du Mont Mégantic, qui est dans le coin. Bon, ben, parfait. Ça, c'est un objectif qui est moins facile, mettons, à
à chiffrer parce que je regarde les résultats qui ont été faits sur la montée de Mégantic parce qu'il y a un segment sur Strava. Je suis comme, bon, ben, si cette personne-là a fait ce temps-là, je pense que je peux aller plus vite. Mais tu sais, la montée, ça tombe plus une question de fréquence cardiaque puis d'effort. Fait que tu regardes moins les chiffres puis tu regardes plus comment tu te sens en montant. Puis ça fait que des objectifs un peu à gauche, à droite, mais qui sont précis pour pouvoir progresser, dans le fond. Ouais, puis je me rappelle d'une quote là, qui m'avait tellement marqué qui disait c'est quoi donc? Hey, j'ai un blanc de mémoire. Ah, fuck, je l'ai oublié. Mais c'est une affaire de si t'as pas de plan, ça va donner un résultat flou. Puis quand t'as un objectif qui est clair puis qui est défini, ben tu vas t'en aller vers ça. Ouais. Puis tu sais, j'aimais vraiment cette image-là, mais malheureusement, j'ai pas la quote précise, là, mais ouais, fait que, mais c'est clair que. Puis tu sais, toi t'es quelqu'un qui aime la compétition, mais même quelqu'un qui est pas nécessairement aussi compétitif, d'avoir un objectif qui est clair et précis, ça l'aide à avoir de la motivation les jours qu'on est moins motivé, là. Ouais, c'est surtout pour quelqu'un qui a souvent d'autres engagements qui peuvent se présenter, là. Tu sais, quelqu'un qui est pas, qui est pas dans le milieu du sport en permanence. Ben, parce que, ben oui, effectivement, ça peut être facile de dire, ah, ben, je vais faire quelque chose d'autre, je vais faire quelque chose d'autre, alors que si tu as un objectif qui était comme, ben, oui, je pourrais faire ça, ça pourrait être le fun, mais il faut que je garde en tête que je peux me garder du temps pour aller courir cette section de la trail, mettons, parce que mon but, c'est de connecter une partie des sentiers de l'Estrie ou des choses comme ça. Puis ben, je veux voir cette section-là avant d'essayer de le connecter sur plus long, tu sais. Fait que, oui, effectivement, même quelqu'un qui se donne qui est un petit peu plus récréatif, mais qui veut avoir tu sais, qui veut être régulier dans sa pratique, avoir des objectifs, c'est sûr que ça l'aide. Super. Puis, écoute, avant qu'on parle de plus récemment, mettons, de tes trucs récents de course, il y a un truc que je voulais qu'on parle parce que t'as fait la traversée avec Auguste en plein hiver. Puis, quand je l'ai reçu sur le podcast, il y a peut-être 2 ans à peu près, on avait beaucoup parlé de ça, traversée qui avait été faite en pleine pandémie dans les sentiers de l'Estrie. Puis, rappelle-moi si ma mémoire est bonne, mais je pense que c'était pour rejoindre Sutton à Offord. Ouais, exactement. Dans le fond, là, c'était une idée qui était venue un peu en discutant avec des amis de trail, comme, hey, tu sais, c'est quand même les 2 plus grosses montagnes, puis il y a des sentiers qui passent quand même pas mal partout. Puis là, j'étais comme, hey, on les connecte. Go. Puis là, je propose l'idée à Auguste. Auguste qui est toujours partant pour des mauvaises idées. Il fait comme, ah oui, c'est vraiment intéressant ça, let's go, on fait ça, tu sais. Puis finalement, fil en aiguille, tu sais, moi qui ai des petits empêchements, Auguste qui a des petites blessures, on s'était jeté cette idée-là à l'été 2020, là. Puis ça a pris jusqu'à l'hiver 2022 avant qu'on réalise vraiment le défi. Fait que dans le fond, moi j'avais acheté les cartes des sentiers de l'Estrie pour vraiment faire planifier mon fichier Excel avec les dénivelés, des sections, les kilométrages, essayer d'avoir un mini plan nutrition, même si c'est pas ma force. Justement, essayer de m'aider dans tout ça. Puis là, je montrais ça à Auguste, il était comme, hey, c'est vraiment cool. Puis cet hiver-là, Auguste, il travaillait à Sherbrooke. Fait que, on allait s'entraîner ensemble, là. Chaque fin de semaine, il y avait une longue run dans une des sections des sentiers de l'Estrie. Dans la semaine, on allait jogger ensemble, on faisait des petites muscu, question d'être sûr que on fasse assez de renforcement pour pas se blesser ni lui ni moi. Fait que, comme ça a vraiment été une expérience de duo qui voulait vraiment se préparer à faire une race. Là. Ben, ça voulait se préparer à un défi, dans le fond, qu'on savait les deux qui était
qui était un stretch, là, littéralement. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'avais jamais couru aussi longtemps que ça. Auguste non plus. Puis en plein hiver, c'est tout un autre monde encore plus imprévisible, là. Ouais, exact. Là, tu sais, la veille, euh, la veille de la course, il y avait une grosse tempête de neige. Ben, la veille de l'événement qu'on s'était dit, ah, on va sûrement faire ça cette journée-là. Toi, t'es dispo, moi, je suis dispo. Ça va être pas pire. La veille, une grosse tempête de neige puis tout. Puis là, moi puis Auguste, on est comme, ouais, ça fait beaucoup de neige, hein, ça? Puis comme, ouais, on prend-tu une décision, mettons, à 4 heures dans l'après-midi, à savoir si on le fait ou pas? Comme, parfait, on laisse ça mijoter durant la journée, puis on décide. Finalement, un peu avant qu'on se reparle, il y avait quelqu'un qui avait mis sur Instagram une story de qu'on allait faire cette traversée-là, moi puis Auguste. Fait que là, t'es comme, ah ben là, ça a été annoncé. Fait que la décision, elle a un peu été enlevée de nos mains, là. Tu sais, on s'était pas reparlé, on s'est juste dit, ben ça a été annoncé, fait que ça a l'air qu'on fait une traversée de Sutton Offer demain, tu sais. Fait que là, on part là-dessus, on part tôt le matin. Je pense qu'on est à 5 heures à Sutton. On part. Puis moi, dans le fond, avec Auguste, j'ai réussi à faire la traversée des monts Sutton, là. Fait que, tu sais, Sutton, Echo, Seigneur. Je pense que j'en oublie un, là, mais c'est pas très grave. Là. Puis tout ça, ça avait donné comme un 28 km à peu près. Ça nous avait pris presque 6 heures. Souvent, ben en fait, à part monter jusqu'au Round Top à Sutton, le restant du temps, on avait de la neige au moins jusqu'à Mitibia. Mhm. Souvent jusqu'aux genoux. Puis toi, t'es en raquette de course aussi? Ouais, pour cette partie-là, en fond, on a monté en haut du Round Top, pas de raquette de course parce que c'était assez tapé. Même s'il y avait neigé full la veille, il y a des gens qui étaient assez passés pour que on soit correct. Mais aussitôt qu'on est rentré dans les sentiers de l'Estrie, en arrière de Sutton, c'était comme, bon, ben, on met les raquettes maintenant. Mhm. Puis c'était tout ce qu'il y avait. Là. Je me rappelle, il y a tellement de neige que des fois, en descendant, là, face plant, ben raide, là, la raquette, elle te tape dans l'arrière de la tête à cause que tes jambes, ils revolent au complet. Puis tu te relèves, t'es comme, OK, ça va, on repart. Puis c'est ça. Moi, j'ai commencé à avoir de la difficulté là, rendu à Seigneur. Fait que dans la dernière descente là, qui fait comme un 8 kilos, je voyais que Auguste, je ralentissais Auguste. Là. Puis mes pieds étaient complètement gelés. Probablement à cause de mes faceplants, j'avais un peu mal dans les ischios et dans les quads. Fait que j'étais pas prêt, mettons, mentalement, euh, à me faire mal pour encore 50 kilos qui restaient, là, ou presque. Là. Ouais, puis faut mettre en perspective que t'étais pas dans un environnement sécurisé comme ton coach en piscine. T'as un entraînement à faire, puis faut que tu fasses ça. C'est pas la même chose, là. Non, non, c'est ça, zéro, là. Il y avait aucune sortie proche, là, dans les Monts-Sutton, là, tu sais, c'était comme, ben, il faut qu'on arrive à l'auto avec ma copine qui nous attendait, avec le ravito, puis faut sortir du bois, c'est sûr, là. Mhm. Puis, un peu, tu sais, faire un peu un parallèle avec l'environnement contrôlé, tout ça, la majorité des distances que je fais encore puis que je faisais, c'est des distances plus courtes, là, tu sais, qui vont du 15 minutes à 2h40 pour le marathon, mettons, là. Fait que, tu sais, la douleur peut être assez intense puis vive, mais tu te dis toujours, ça finit, là. Il me reste pas beaucoup de minutes puis ça finit, tu sais. Mhm. Mais là, j'avais les pieds gelés. La douleur était pas aussi intense, mais elle était clairement présente et dérangeante. Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu dis, est-ce que je veux avoir ça de présent et de dérangeant pendant encore 7 heures de temps? Ouais. Puis je chantais, je ralentissais Auguste. Fait que moi, quand on est arrivé à l'auto après 28 kilos, j'ai juste fait. Comme j'étais arrivé, Auguste, il venait de finir le ravito, fait qu'il a changé pour ses souliers de route parce qu'il y a une section de route dans cette partie du trajet-là. Euh, Fait que là, Auguste, j'ai dit, hey, Auguste, excuse-moi, là, tu sais, c'était un plan qu'on avait monté nous deux, là, mais tu vas faire 50 kilos tout seul. Là. Fait que lui, il est parti. Moi, j'ai remangé. J'ai passé beaucoup de temps, à fond, tu sais, j'ai passé la journée avec Auguste quand même, à cause que j'allais le croiser au ravito, puis à chaque fois qu'on avait une chance que la route à croisait le sentier, ben on arrêtait, puis
être sûr qu'il était correct. Puis une fois que j'avais réussi à bien manger, que mes pieds avaient dégelé, je m'étais dit, tu sais, comme tout bon athlète là, qui est comme, pourquoi j'ai arrêté? J'aurais pu continuer. Mais tu sais, dans le moment, c'est aucunement le mindset que t'as, fait que c'est dur, Mhm. là, mais Ouais, puis comme tu dis, tu voulais pas nécessairement être un fardeau pour ton ami non plus. C'est-à-dire ouais, le fardeau. Du moins le ralentir, là. ouais, parce que tu sais, déjà que ça fait déjà une assez longue, tu sais, ça fait déjà une assez longue journée, que Puis si en plus la de ça, luminosité est pas mal plus courte aussi, la fenêtre de luminosité en hiver, là. je me rappelle là, quand que Auguste a fini, là, complètement dans le noir, là, son dernier ravito, on y a mis comme trois lumières qui flashent là, sur le manteau dans le dos parce qu'il courait une partie sur le bord de la 112, qui est quand même une route où ça roule à 90 puis des bonnes voitures. Ouais. Fait que là, t'es comme, man, c'est pas vrai que tu te fais frapper aujourd'hui. Fait que là, plein de lumière, être sûr qu'il soit visible. Puis comme on va aller te revoir dans 3 kilos, là, juste pour être certain que t'es encore correct. Là, puis parce il a fini ça dans le noir, noir, là, la nuit, là, complètement. Là, fait que tu sais, si en plus tu rallonges ça, il commence à faire plus froid passer la nuit. Mhm. Ouais, il faut quand même être intelligent, je pense, dans ces moves-là, dans des conditions comme ça, là. Ouais. Je pense que tu sais, c'est une bonne décision pour moi. Puis je pense que c'est une bonne décision pour Auguste qui mentalement est vraiment très fort dans ce genre d'effort-là. Que j'aurais été là, il se serait amusé peut-être un peu plus, mais tu sais, que je sois pas là, ça clairement c'était pas un problème pour lui mentalement d'avoir à continuer, là. Mhm. Puis je pense que Rémi Leroux a fait une vidéo de ça, hein? Ouais, super bon vidéo. Rémi il a passé la journée avec nous. Tu sais, dans le fond, il a monté en haut du round top avec nous. Après ça, il est redescendu à sa voiture pendant qu'on traversait. Ses deux batteries de GoPro avaient tu sais, il faisait froid. Fait que les deux batteries GoPro étaient déjà mortes le temps qu'on monte le round top. Fait que là, tu sais, il les a rebranchés dans l'auto. Il nous a attendus. Il a refait une. Puis là, vu que moi, j'étais pas là, ben, je pense que Rémi a aussi pris un peu sur lui de faire plus long qu'il pensait avec Auguste, juste pour pas le laisser tout seul, peut-être. OK. Euh, Parce que, tu sais, il a fait des bonnes sections sur Foster avec lui. Une partie autour du lac Trouser aussi, que je pense que si j'avais été là, peut-être qu'il aurait suivi un peu moins longtemps parce il aurait peut-être dit, bon, mais c'est leur aventure à eux. Mais là, soudainement, Auguste était tout seul. Fait que j'ai l'impression qu'il a dit, je vais faire une coupe de kilos de plus parce que de toute façon, ça le fait courir dans sa journée puis ça fait son volume, là. Mais Mhm. ça fait que le vidéo, il est super le fun parce que tu vois des sections de sentier que tu vois pas dans beaucoup de vidéos non plus. Parce que Ouais, puis surtout c'est en creux, là. hiver, là, personne n'avait jamais fait cette traversée-là en hiver selon le data qu'on avait. Ouais, ouais, je pense que c'était une nouveauté, mettons, là, de vouloir relier les deux sommets en hiver, là. Cool. OK, super ça. Et puis avant qu'on poursuive dans ton cheminement de course, là, j'ai trouvé la citation que je cherchais tantôt. C'est tout objectif flou conduit tout objectif flou conduit à une connerie précise. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Fait que c'est vrai quand t'as pas d'objectif, ben ça mène à rien de clair. Puis voilà. Fait que ok, Ouais. super. Puis tes plus récents projets de course, je sais que t'as fait un marathon dans un temps pas mal. Bon ben t'as fait deux marathons de route, je crois. Ouais, exact, là. Fait que, tu sais, mettons, si on regarde récemment, mettons, on monte au printemps 2024, j'étais en bonne préparation pour un marathon. Tu sais, j'étais allé faire un 5 jours de petit camp d'entraînement. Je voulais faire le marathon d'Ottawa, dans le fond, à la fin mai. Puis, tu sais, je m'étais pris une semaine de congé au travail. Je me suis dit, il fait toujours chaud à Ottawa. Je vais descendre un peu plus dans le sud. Je vais aller comme en Virginie faire un 5 jours où est-ce que je me dis, il va faire chaud. Je vais m'habituer à de la chaleur, faire des bons trainings, tu sais. Fait que j'avais vraiment coché pas mal de cases. Je faisais un protocole d'adaptation à la chaleur qui est comme celui que David Jecker avait parlé, je pense, dans son podcast. Fait que, tu sais, comme j'avais coché beaucoup de cases pour être prêt. Puis j'ai été, euh, j'ai été rappelé à l'ordre par le marathon, mettons, là, parce que à Ottawa, dans le fond, je faisais un temps qui était 2h30. D'après les entraînements que je faisais, j'étais comme,
ça fait beaucoup de sens. Ça a complètement de sens de faire ça comme temps. Fait que je pars le premier demi en 1h15. Je suis comme parfait, je suis le pace. Je sens que c'est un peu tough, mais je me dis, ça doit être normal. C'est quand même un marathon. Puis là, dans la deuxième moitié, là, il n'y a plus toutes les lumières dans le tableau indicateur allumé. Là, il n'y avait plus rien qui allait bien. Fait que j'ai fini mon deuxième demi en 1h31. À la fin, c'était difficile de marcher. J'ai l'impression que j'étais toute raide. À un certain point, à 2 kilos de la fin de ce marathon-là, je, je me suis arrêté, j'ai mis un genou à terre. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas continuer à avancer. Puis là, après ça, tu dis, hey, il reste juste 2 kilos. Tout le travail que j'ai fait, 2 kilos, c'est même pas un warm-up. Lève-toi debout puis continue. Fait que là, j'ai fini. Auguste était là d'ailleurs pour le marathon. Mais puis il m'a vu dans le dernier 400 mètres, puis il était comme, JC, je t'ai jamais vu courir comme ça. C'était n'importe quoi. T'étais tout raide. T'avais l'air de juste balancer tes jambes en avant. Puis, fait que c'était une belle expérience, une belle première expérience. Je suis content de l'expérience d'avoir essayé d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Mais en même temps, c'était un rappel de respecter la distance. J'ai des amis qui m'ont dit, JC, 2h30 pour un premier marathon, tu ne respectes pas la distance, moi, je pense. Les gars, j'ai fait plus de millage que vous dans toutes vos préparations marathon. C'est sûr, je suis correct, là. Puis, dans le fond, c'est encore un problème principalement de nutrition. J'étais un petit peu trop intense dans l'effort. Fait que là, ce que je mangeais, j'étais pas capable de le digérer. Fait que là, ben, j'avais pas d'énergie qui allait. Fait que quand je tombais en hypoglycémie, ben, il n'y avait plus rien qui marchait, là. Fait que, si j'avais mieux géré mon effort, que j'étais parti juste quelques minutes de moins vite au premier demi, probablement que ça n'aurait pas fini comme ça, parce que j'ai quand même une bonne préparation. Mais j'avais pas respecté la distance, comme disait mon ami. Ouais, mais n'empêche que sub 3 heures, un premier marathon qui est beaucoup mieux que ça. C'est très bon, puis c'est pas mal mieux que 10% des gens, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, je dis, sur le coup, j'étais déçu parce que je voyais tout l'effort que j'avais mis, puis j'avais pas atteint mon Ouais, objectif. ouais, je Mais, comprends. tu sais, j'ai eu du fun dans cette journée-là, là. J'ai eu vraiment pas beaucoup de fun aussi. Mais en regardant en arrière, je me trouve drôle, là, tu sais, c'est comme, hey, quelle mauvaise idée, à 17 kilos, tu savais que t'étais trop vite, tu voulais juste pas te le dire, là, tu sais. Ouais, c'est clair, mais tu sais, je pense qu'il fallait que tu ailles au bout des choses, pareil, pour le savoir, là. Ouais, puis c'était une belle fin de semaine, là. Je me suis amusé, ma copine était là, j'avais plein d'amis qui couraient le demi puis le 10 kilos, fait que, tu sais, j'ai même fini, quand j'ai fini mon marathon, mes amis ils finissaient le demi quasiment en même temps. Puis là, moi, je les ai jamais vus, là. Mais eux, ils m'ont vu finir, ils m'ont vu m'accoter sa bande de trottoir avec mes coudes quasiment, là. Puis ils étaient là, ils étaient autour de moi. C'est les mêmes amis qui me disaient que j'avais pas respecté la distance, tu sais. Fait comme, hey, JC, comment tu te sens? Je suis comme, ouais, c'est ça, là. Je peux-tu avoir de l'eau? Fait que c'était une belle première expérience de marathon, tu sais, avec du recul, mettons, là. Ouais. Ah, mais c'est cool ça. Puis là, t'as fait un autre marathon, mais avec une planification plus un petit peu moins adéquate, me semble, hein? Ouais, exact, là. Mais si tu veux, Jeff, je peux peut-être comme aller un peu plus dans l'ordre chronologique, parler un peu Ouais. mettons, ma préparation pour ma course de trail en Nouvelle-Zélande que j'avais faite en 2024, à la fin de Oui. 2024. Oui. Puis on finira par arriver au marathon après, ça te tente, là. Parfait. Parfait. Fait que dans le fond, après le marathon, j'avais comme pas vraiment d'objectif précis pour l'été, à part, mettons, m'entraîner pour l'automne. À l'automne, je savais que je voulais faire un 10 kilos assez rapide. Puis, fait que là, tu sais, je fais une préparation normale de mix route trail pour le volume puis tout ça. Puis dans cet été-là, un moment donné, avec ma copine, on fait comme, hey, on part en Nouvelle-Zélande pendant 5 semaines. Fait que là, on a tout planifié ça pour que en décembre puis début janvier, on parte 5 semaines en Nouvelle-Zélande. Puis là-bas, je me suis dit, tant qu'à aller là-bas,
on va se trouver une course de trail, là, tu sais. Fait que là, trouve une course de trail, parfait, ça c'est l'objectif. Fait que j'avais comme un objectif route à l'automne, puis trail en fin d'année. Fait que là, modifier un peu les entraînements en conséquence, faire un peu plus de tempo en montée, puis des choses comme ça. Fait que là, tout ça progresse tranquillement. Je fais un 10 kg sur route à Granby au mois d'octobre, où est-ce que je fais quand même un temps qui me satisfait puis qui me montre que je suis en shape quand même assez bonne pour, après ça, avoir une belle performance sur ma course de trail, dans le fond, qui était devenu mon objectif A là, de l'automne, si on veut. OK. Fait que j'avais couru un 31-43 à Granby. Pas mal tout seul tout le long. Fait que, tu sais, j'étais dans un bon état mental. Je pars, puis il y a presque eu aucun moment dans la course où est-ce que je me dis, je dois avoir, tu sais, comme, j'étais complètement tout seul. Comme, à n'importe quel moment, j'aurais pu ralentir, puis ça aurait été correct, mettons, d'un point de vue positionnement. Mais, tu sais, comme quand tu restes dans le bon flow, tu es comme, non, non, je suis là pour l'effort, puis tu continues dans l'effort. Ça avait vraiment été une belle course. Super bien été. Puis, dans le fond, tu sais, je suis comme, ben, c'est un bon benchmark pour la trail après, tu sais. Mm-hmm. Puis là, je continue, dans le fond, ça, c'était, je suis super content de ça. Je continue ma préparation de trail. Toi, tu viens de Bromont, si je ne me trompe pas, JF. Ouais, exact, ouais. Tu connais la C1. Oui, je l'ai fait souvent. Même, il y a une course qui avait été annulée un moment donné, un 100 kg à cause d'une inondation au Vermont, puis je l'avais faite 5 fois et demi. Oh, quand même, ok. Je la connais bien. Tu peux nommer les roches par leur nom, là. Oh, quasiment, ouais. Fait que, dans le fond, la C1, c'était comme un objectif que j'avais comme un benchmark parce que ma course en Nouvelle-Zélande, je savais que les sentiers n'allaient pas être techniques. Ouais. Ça va être beaucoup une question de fitness. Fait que, tu sais, la C1, c'est pas très technique non plus. C'est parfait pour faire du quad trail qui est roulant, là. Ouais, exact. Fait que j'étais comme, je veux faire le tour de la C1 à bloc dans ma préparation puis voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Puis dans le fond, la C1, j'avais Là, un peu j'ai une de... question à 100$ pour toi, sens horaire ou anti-horaire? Tu pars du P1, puis tu t'en vas vers le chemin de Gaspé. Fait que anti-horaire. Ouais, puis c'est le sens le plus rapide des deux. OK. Tu finis avec comme la rue des Irlandais, puis tout ça, là, en montant. Exactement, ouais. Ouais, le petit quartier OK. résidentiel, c'est ça, ouais. Ouais. C'est Fait que, c'est le sens préféré, puis il y a les experts de Bromont disent que t'es un petit peu plus rapide dans ce sens-là aussi. OK. Ah. J'ai jamais vraiment fait à l'effort, mettons, dans l'autre sens, fait que je saurais pas comparer, là, mais... Ouais. Ouais, mais c'était par Dans... curiosité, là. Fait que dans le fond, ça, c'était devenu... C'était pas une course, mais c'était un objectif que je m'étais fixé de faire une grosse C1. Parce que, si je me trompe pas, en 2022, j'étais quand même en bonne forme à l'automne 2022. Puis, j'étais allé faire un effort sur la C1. Je me dis, tempo à bloc, la C1. Fait que là, je fais la C1 à bloc, puis je réussis à prendre la couronne à Alistair Gardner Hmm, pour comme un 50 secondes, je pense, quelque chose comme ça. OK. 2 jours après, Alistair refait la C1 à bloc et me prend la couronne de 10 secondes. Ah! Ça, c'est Alistair que je connais. Oh! OK. Fait que là, finalement, c'est resté comme ça. J'avais réessayé une fois en 2023, puis j'avais pas réussi à refaire un meilleur temps que ce que j'avais fait l'année d'avant. Puis là, en 2024, je me dis, je vais rechercher la couronne de la C1. Tu sais, on va aller repiquer à Leicester. Parce que c'est chez eux aussi, à Leicester. Je comprends que, tu sais, quand il a vu que j'avais pris la couronne, il voulait aller la rechercher, c'est sûr. Là, tu sais. Fait que là, en 2024, je me dis, je suis vraiment en shape. Je suis plus en shape qu'en 2022. Je retourne sa C1. Puis ça faisait du sens comme style de sentier avec ce que j'avais à faire, mettons, en préparation pour ma course de trail en Nouvelle-Zélande. Parfait. Je fais la C1 à bloc. Puis finalement, j'ai fait 54-59 pour le tour de la C1. Puis j'ai réussi à reprendre, dans le fond, un 50 secondes, je pense, au temps de la Lister. Wow! Et jusqu'à maintenant, il n'est pas revenu. J'ai encore peur, je suis sûr qu'Alistair va revenir une année, je vais me réveiller, je vais avoir un courriel.
Mais Ah ouais, fait que c'était un 54 associé. minutes, moins sub 55 minutes sur la C1. Ouais, Tabarnouche, je me rappelle que il y a des gars qui l'avaient fait à 58 un moment donné. Il y avait Sauvageau puis une ouais. couple de personnes, mais je savais pas qu'on était rendu là. Wow! Mais, hey, félicitations. Fait que ça, j'étais quand même content. Tu sais, ça pour moi, c'est un peu l'esprit de la trail, c'est de me fixer des objectifs qui sont, tu sais, qui sont pas tant mesurables autres que par les gens qui connaissent le sentier, là. Ouais. Puis, Puis là, tu sais, on s'entend qu'on a une conversation très geek entre nous autres, là, que... ouais, Mais c'est correct. C'est bien correct. Ah, ben c'est cool, ça. Hey, ben, ouais. félicitations, là. Sub 55 minutes sur ce 15 km-là qui a 400 mètres de dénivelé. C'est quand même... Ouais, ça a été un bon point où est-ce que j'étais content. Puis je me disais, parfait, ça regarde vraiment bien pour ma course en Nouvelle-Zélande qui était dans 2 ou 3 semaines, je pense, là. Fait que OK. course de trail en Nouvelle-Zélande après ça. Euh, Sentier vraiment je dirais à mon avantage, là, pas technique, là. Il y a peut-être eu 2 fois un 100 mètres en descente où est-ce que j'étais comme, OK, ici, il faut pas que je tombe. Mais le restant du temps, c'est des sentiers style C1, mais qui OK. ont, tu sais, des longues montées tu montes 8 km à 10%, mettons. Puis après ça, tu redescends 8 km à 10%. Fait OK. que, tu sais, ça vient jouer à mes cordes, pas trop technique, de la montée, de quoi s'amuser pas mal. Fait que, puis il y avait un bon calibre là-bas. Tu sais, on avait fini, je pense qu'on était 5 gars en dedans de 2 minutes sur une course qui a duré 1h45 à peu près. Fait que, tu sais, on jouait, tu sais, c'était joueur, là. Il y avait quelqu'un qui est parti super vite. On l'a rattrapé en bas de la la première descente, qui était rendu après comme un 15 kilos de course. Puis là, t'avais d'autres gars qui venaient se mêler à tout ça, puis c'était le fun, là. Tu sais, une belle course où est-ce que, dans le fond, là, c'est une belle course de trail où est-ce que chacun joue sa carte au moment où il peut la jouer, tu sais, des montées soutenues ou être plus fort dans les descentes, puis fait Mhm. que de quoi s'amuser, là. Fait que ça a comme clos un peu mon année 2024 là, sur une bonne note, là. Puis ça, c'est-tu une de tes meilleures courses officielles de trail que t'as faites? Je dirais que c'est ma meilleure course de trail officielle que j'ai faite, là. OK. Euh, Fait que t'es vraiment sur une bonne lancée depuis ce bloc-là, là. ouais, c'était mon plus gros bloc d'entraînement que j'ai fait à vie en frais de millage, puis en frais d'intensité. Puis ça l'a vraiment bien payé, là. Tu sais, dans cette course-là, il y avait quand même euh, un coureur de 29 minutes 30 là, sur 10 km sur route que j'ai réussi à battre dans la course. Fait que tu sais, clairement, je ne vois pas 29-30 sur route, là, on s'entend, là. Probablement qu'il était moins préparé qu'en Ben, trail, là, mais ce jour-là, on s'entend qu'il y a plein. exact. Puis la nutrition, c'est multifactoriel, on le sait, là. Ouais, exact. Mais tu sais, cette journée-là, j'étais comme, ben, j'ai réussi à battre quelqu'un qui court vraiment vite parce que j'ai des bonnes jambes aujourd'hui, puis je pense que c'est ma meilleure performance trail, mettons, là. OK. Vu que dans les plus courtes distances comme ça, tu sais, il n'y a pas vraiment un classement ITRA, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est surtout sur la, la forme des gens qui sont avec qui tu courses, là. Ouais. Fait que, Mais sinon, toi, tu parlais tantôt un peu de vertical, kilomètre vertical, pis ces trucs-là, c'est-tu quelque chose qui t'appelle un peu? ouais, quand même pas mal, là. J'ai déjà fait quelques courses de verticale. Tu sais, des petites courses un peu locales, là, comme les Friday Night Verts dans les Montagnes Blanches. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien, non? Dans le fond, c'est un magasin de courses dans les Whites. Run the Whites, Ski the Whites. Ah oui, ça, je connais ça, ouais. J'ai vu beaucoup de Ouais. calottes de ça, ouais. Aussitôt que tu vas dans les montagnes blanches, il y en a un peu, là. Puis Ouais. dans le fond, ils organisent les vendredis soirs les Friday Night Verts. Fait que dans le fond, OK? c'est une série de courses où est-ce que tu montes des pistes de ski alpin. Euh, Ça part d'en bas, tu payes 10$, c'est chronométré, il y a une pizza. C'est comme bon, ben, c'est le premier qui est rendu en haut, puis on passe par ce sentier, dans le fond, cette piste de ski alpin, là. Fait que tu sais, comme ça, c'est le genre d'effort que j'aime faire pas mal, puis que j'ai fait. Euh, j'ai déjà fait aussi une course un petit peu moins connue ici, qui est le Sugarloaf Uphill Climb.
OK. Fait que c'est dans Sugarloaf Mountain, qui est dans le Maine, là, à peu près à 2 heures et demie peut-être de Sherbrooke. Ouais, ouais. Ça monte. C'est une autre histoire où j'ai réussi à embarquer Auguste, ça, en passant. Là. J'ai dit, hey, 3,5 kilos, 800 mètres de D+, on va-tu s'amuser, tu sais? Il avait dit oui, bien sûr. Fait que là, c'est ça, c'est un autre, là, c'est la même chose. Là. Tu sais, c'est pas technique, tu montes par le chemin d'accès, mais le chemin d'accès, il monte 800 mètres sur 3,5 kilos. Fait que t'es Ouais. à du presque 20% tout le long. Et crème. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Puis, tu sais, c'est le genre d'effort que j'aime. Là, les jambes se mettent à brûler. Puis t'es comme, ben, c'est normal, c'est la zone que c'est supposé être. Puis, continue à monter autant que tu peux. Puis, ouais. Mhm. Fait que, tu sais, ce genre d'effort-là est super le fun. Là. Plus tard, cet été, j'ai envie de faire la montée de la route du Mont-Mégantic. Comme en TT, là, vraiment. Genre, tu sais, c'est le training de la semaine, cette semaine-là, c'est monter mes antiques à bloc. Là, fait que ça va être dans mes petites, dans mes petites préparations, dans le fond, là, pour ce qui est à venir, là, un peu de vertical pour faire des efforts. Là. OK, OK. Puis, fait que si on revient après la Nouvelle-Zélande, là, t'étais dans la préparation marathon, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans le fond, là, je suis revenu de Nouvelle-Zélande. Super belle expérience, ça allait bien. Puis quand je suis revenu, tu sais, là-bas, c'était l'été. Quand on était là-bas en janvier, on est revenu Mhm. en hiver. Là, j'ai comme la transition de été à hiver d'un coup sec. Mon pied a vraiment pas aimé ça. Les stabilisateurs d'arche de pied, puis tu sais, fléchisseurs d'orteils qui ont vraiment, qui ont un peu capoté, je dirais. Là. Fait que, tu sais, ben, style tendinite dans les fléchisseurs des orteils. Euh, la gaine synoviale là, qui fait que le tendon passe en arrière de la malléole. C'était inflammé. Ça m'a arrêté comme un 2 mois là, où est-ce que je pouvais pas. Même en ski de fond, je le sentais. En vélo, c'était correct, mais du vélo stationnaire, je suis vraiment pas très bon pour faire ça. Fait que j'ai fini par comme. Principalement, je grimpais. Je faisais de l'escalade de bloc là, pour le plaisir. Puis c'était pas mal ça qui était mes activités physiques pendant peut-être un mois, le temps que tout ça parte. OK. Euh, Puis après ça, dans le fond, mon marathon que j'avais en 2025, c'était Jim Thorpe en Pennsylvanie. C'est un petit marathon style petit train du Nord, là, fait que piste de, piste de poussière de pierre, ancien chemin de terre qui descend progressivement à comme 0,1% jusqu'à jusqu'à temps que tu sois rendu à 42 kilos, tu sais. OK. Fait que dans le fond, on était allé là avec des amis, on avait prévu ça depuis un bout, comme parfait, on va faire cette course-là. Puis dans le fond, j'avais une préparation d'après un 4 semaines là, qui était une préparation correcte pour quelqu'un qui veut courir un marathon. Là. Fait que je sortais de la blessure. Puis dans ma préparation, mon objectif numéro un, c'était pas me reblesser. Tu sais, parce que il y a des limites à vouloir s'obstiner à courir sur quelque chose qui fait mal. Là. Fait Mhm. que dans le fond, mon objectif, c'était pas me blesser. La semaine avant le marathon, j'avais fait une long run avec. Je cours un petit peu des fois avec on va les appeler les jeunes, là, parce que je commence tranquillement pas vite à vieillir, là, mais les jeunes de l'université dans le club qui courent avec le Varior Cross Country. OK, OK. Puis là, j'avais fait un 30 kilos avec un des gars. Puis un 30 kilos à comme presque 4 minutes au kilo, là, dans des chemins de terre vallonnés, puis pas mal de montées. Puis tu sais, je suis comme, ouais, je pense que je vais être correct pour faire un bon 42. Tu sais, c'était une semaine avant, j'ai fait un entraînement qui m'a mis en confiance. Puis là, je suis parti avec un de mes amis, avec deux de mes amis sur le marathon. On était comme, parfait, on part à 3,48. On part à 3,48, on accélère, 3,45. Puis là, 3,43. Euh, j'ai un de mes amis qui décolle. Puis là, je suis comme, bon, il faut que j'aille le rechercher. Je fais un 5 kilos vraiment plus rapide au milieu du marathon de 21 à 26. Je me rapproche, je suis rendu proche de lui. On reste comme ça un bout de temps. Puis finalement, comme à 32 kilos, je réussis à le rattraper.
Fait que, tu sais, ça a vraiment été une course où est-ce qu'on s'est amusé. On était une gang d'amis, on avait un objectif d'aller courir là. Puis, tu sais, tout le monde faisait sa course. Puis ça a donné qu'on a couru toute la majorité de notre gang, on était tous capables de se voir comme au loin, à comme une cinquantaine de mètres en avant. Fait que là, t'es comme, ah ben, je sais qu'il y a lui là. Puis ça donne une belle expérience. Puis c'était une course que j'ai beaucoup mieux gérée en frais de nutrition. Puis en frais aussi d'effort. Fait que contrairement, mettons, à Ottawa où j'étais parti beaucoup trop vite, puis où j'ai payé le prix parce que la nutrition rentrait pas, puis que j'ai bunké. Mais je suis parti plus tranquillement. Je pense que mon premier demi, j'ai fait 1,19. Puis j'ai fini avec un deuxième demi à 1,18 pour un 2,37 sur marathon. Beaucoup plus de plaisir, mettons, dans l'exécution de la course aussi. Fait que ça, c'était quand même le fun, là. OK, ah, cool. Puis, qu'est-ce que tu as changé au point de vue nutrition pour que ça fonctionne mieux? Est-ce que c'est l'entraînement que tu as fait ou c'est ce que tu prends qui est différent? C'est ce que je prends qui est différent. Je prenais de la nutrition un petit peu plus solide, comme des barres de fruits ou des choses comme ça à Ottawa. Puis, tu sais, en entraînement, ça passait assez bien parce que l'intensité était peut-être un petit peu moins élevée. Mais à intensité plus élevée, j'avais de la misère. Puis là, dans le fond, j'avais utilisé des gels. J'avais des gels au miel que j'avais trouvé sur Internet. Je suis comme, ben, on va essayer. Dans le fond, c'est du miel infusé avec une saveur. Là. Fait que, c'est une poche de gel, dans le fond. Là. Mhm. Ça avait bien passé. Puis j'avais trouvé des gels très liquides aussi en Nouvelle-Zélande que j'avais utilisé pour ma course en Nouvelle-Zélande puis qui avait super bien passé. Tu sais, je faisais des tests de nutrition durant ma course. Tu me dirais que c'est pas sage, mais ça avait marché. Puis dans le fond, quand j'ai vu que ça a bien marché, j'avais ramené comme une coupe de gel, là, 5-10 gels en prévision de l'entraînement marathon. Puis les gels sont super, super liquides. Là. Ils sont à saveur fruitée. Fait que c'est comme si tu buvais du jus d'ananas dans le fond. Puis t'as un 100 calories, 26 grammes de glucides, je pense, dans un gel. Fait que ça passe bien. Là. OK, OK. Ah, super. Mais c'est un bon point ce que tu dis parce que c'est quelque chose que moi j'ai constaté que plus que l'intensité est forte, plus que ça prend de quoi qui est relativement liquide. Tu sais, si tu fais le monde qui font des 200 miles, bon, ils vont manger de la pizza, puis des vrais repas normaux parce qu'à un moment donné, la course, ça dure 5 jours, là. T'as pas le choix. Mais quand t'es en intensité intense, que ça soit marathon, 10 km, j'entends souvent des bricks, puis des trucs du genre, puis... Ouais, je pense que, tu sais, en fait, probablement que quelqu'un qui fait vraiment du long, c'est même peut-être bien d'avoir du solide un peu dans l'estomac parce que ça peut peut-être le replacer à faible intensité parce que tu fais juste boire du sucre liquide, tu vas peut-être pas triper. Ouais, ouais, ouais. Mais pour un effort plus court, en tout cas pour moi, c'est ce qui passe le mieux, ça c'est certain. J'ai l'impression que ça permet de passer peut-être un peu plus vite l'étape de l'estomac puis, tu sais, pas demander autant de sang à digérer que du solide, d'avoir quelque chose de liquide, là, parce que l'autre chose qui marche bien dans ma nutrition, que j'avais essayé en préparation, mettons, j'avais eu comme objectif de faire le marathon du Mont Mégantic il y a 2 ans, puis je faisais une préparation, puis là, vu que je suis en trail, ben, tu sais, là, tu traînes ta veste avec tes gourdes, fait que tu peux mettre ce que tu veux dedans, là, versus, mettons, un marathon où est-ce que tu es en split short, fait que tu es limité sur ce que tu peux mettre dans tes split shorts. Tu mets une coupe de gel, puis tu prends l'eau qu'il y a sur le bord du parcours, tu sais. Mais ce qui marchait bien dans ma préparation mégantique, c'était les drink mix NAC. Mhm. Fait que, tu sais, comme ça donne beaucoup de calories dans du liquide, fait que comme ça m'obligeait à boire en même temps que mettre des calories dans le corps. Fait que comme, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut quand même valoir la peine pour des intensités plus élevées. Là. Ouais. Mhm. Puis avant qu'on parle de tes projets futurs, il y a un autre sujet que j'aimerais couvrir un peu avec toi. Toi qui as travaillé quand même à vendre des chaussures puis tout ça, euh, qu'est-ce que tu penses un peu, toi, puis je suis curieux de savoir ton opinion, ton impression des tendances qui sont relativement de plus en plus maximalistes, les chaussures plus épaisses, style Oka, puis très coussinées. Ouais, ben, dans le fond, tu sais,
moi, quand j'ai commencé à travailler dans une boutique de sport spécialisé en souliers de course, là, tu sais, c'était un peu la fin du trend minimaliste. Fait Mhm. que, tu sais, des Five Fingers, des trucs comme ça, il y a des gens qui rentraient pour ça, puis qui voulaient courir avec ça et tout. Puis, je suis quand même quelqu'un d'assez central là, dans mon opinion là-dessus, c'est que je pense pas que d'aller avec un soulier minimaliste, c'est la meilleure des choses, puis d'aller avec un soulier maximaliste, c'est pas nécessairement mieux non plus. C'est bien d'avoir comme un peu une gamme de souliers, de un. Puis de deux, si tu as juste un soulier, t'es bien mieux de prendre quelque chose qui est versatile puis qui sera pas le plus gros soulier sur le mur. Mhm. Parce que dans le fond, ça, c'est tout basé sur une interprétation plus personnelle, on s'entend, là. Mais Ouais, ouais, euh, puis, tu sais, je tiens à préciser qu'on n'est pas des professionnels de la santé, là. On est deux geeks de course ouais. qui parlent sur un podcast, là. Ouais, exact, exact. Fait que tu sais, dans le fond, c'est que le mouvement minimaliste qui avait bien fait, je pense, au début des années 2010, c'était d'amener les gens à se questionner sur comment est-ce que leur foulée affectait leur course à pied. Comment est-ce que la façon Mhm. que le pied se dépose au sol peut affecter euh, ton efficacité puis ta mécanique de course. Fait que dans le fond, tu sais, ça avait amené quelque chose de bien. Là, étant donné que les gens se blessaient, certaines études diront pas nécessairement plus ou. Mais mettons, dans la sensation que j'avais avec le swing minimaliste, il y a des gens qui se blessaient plus souvent, mettons, au niveau des pieds, au niveau des chevilles, tout ça. Ben, c'est comme si la tendance était complètement inversée de comme, OK, dans le fond, il me faut le plus de coussinage possible. Puis là, Mhm. ben, ça amène, tu sais, ça amène d'autres avantages qui viennent avec des inconvénients aussi de comme, ben, tu sais, si ton soulier est hyper gros, avec des plaques super rigides, ben oui, ça va te sauver une journée où tu es fatigué, mais si c'est la seule chose avec laquelle tu cours en permanence, ben peut-être que tu vas moins te questionner sur ton efficacité au sol, puis tu vas moins travailler sur ta pose de pied puis ta réactivité, dans le fond, de ton pied au sol pour avoir. Parce que le soulier, il fait tout ce travail-là pour toi. Fait que tu sais, c'est de Mhm. trouver un équilibre là-dedans, je pense, puis d'avoir des souliers qui, oui, quand tu es complètement cassé puis que tu veux sortir pour courir quand même, ben oui, tu vas chercher un soulier qui est plus gros. Mais quand que tu te sens bien, que tu es fresh puis que tu as juste une petite sortie à faire, ben tu fais ton jog avec un soulier, pas un soulier minimaliste, mais juste un soulier avec un peu moins de structure puis un peu moins de rigidité pour que ton pied soit plus sollicité puis que tu puisses te poser une question d'efficacité, de touche au sol puis de dynamisme, là. Mhm. Puis je pense aussi que c'est avec les souliers minimalistes, on déplace les charges, là. On s'entend que d'un point de vue physique, si tu as tu sais, une personne, c'est une masse, mettons, ben, quand tu as un impact au sol, si ton impact au sol a la même durée, puis tout ça, ben, c'est juste des forces qui sont envoyées dans ta chaîne musculaire puis musculo-squelettique. Avec un soulier minimaliste, ben, la majorité de ces charges-là, probablement qui sont plus reprises au niveau tu sais, des petits tendons, des petits os dans le pied, dans la cheville, tout ça. Avec un soulier maximaliste, la charge n'est pas différente, là. Le soulier ne vient pas atténuer les forces magiquement. Là, tu sais, comme une force, ça ne disparaît pas. Il faut que Mhm. ça soit transféré à quelque part. Là. Fait que c'est juste transféré plus haut dans la chaîne. Fait que ça vient se transférer tu sais, probablement au niveau genou, quad, ischio, fessier, hanche. Fait que si tu es chanceux puis que tu réponds bien à cause que ces groupes musculaires-là chez toi sont plus résilients, ben ça se peut très bien qu'un soulier qui est plus coussiné soit bon pour toi puis que tu n'aies pas de problème jamais. Versus, mettons, si tu es toujours blessé dans la cheville puis que les structures qui supportent ton arche sont pas super euh, sont pas super bonnes pour encaisser les charges, disons, là, ben, tu sais, oui, ça va t'aider. Mais si, à l'inverse, tu es plus souvent sensible au niveau des ischios, des fessiers, des hanches, des genoux, ben, est-ce que le suivi maximaliste va bien te faire?
peut-être pas, tu sais. Fait que c'est Ouais, des ben c'est choses beaucoup à d'apprendre vérifier. à se connaître, je pense, puis de faire Ouais, des tests, puis de. Puis c'est. Tu sais, je pense que ça prend quand même plusieurs années là, avant d'apprendre à se connaître comme coureur. Tu sais, on parlait de la nutrition tantôt, ça nous a pris plusieurs années avant de trouver ce qui marchait un peu pour nous, de s'intéresser à ça. Puis c'est de la recherche à l'optimisation aussi rendu là, je pense. ouais, ouais, puis, tu sais, une fois que tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi, c'est tant mieux, puis ça va bien, mais, tu sais, j'ai vraiment tendance à penser que d'avoir une variété de souliers, ça peut aider à envoyer les charges à différents endroits dans la semaine, puis tout ça, puis Mhm. ça peut aider autant pour la mécanique de course que pour la prévention de blessures. Clairement. Puis, chose que je tiens à mentionner, que je mentionne souvent sur le podcast, mais je ne mentionne quand même pas assez, je pense, c'est d'aller, première des choses pour acheter des chaussures, c'est d'aller dans une boutique spécialisée, plus qu'un petit magasin, qu'acheter une paire de chaussures en spécial chez Winners, sans vouloir les dénigrer, là, mais tu sais, ça vaut la peine que qu'un spécialiste te voit faire ta foulée, qui peut te conseiller, puis que je pense Ouais, en tout puis cas. souvent l'offre est plus grande, là. Fait que, tu sais, tu vas pouvoir essayer différents modèles qui vont avoir les mêmes propriétés, mais qui vont peut-être fitter mieux avec ta biomécanique, là. Mhm. Super. Puis écoute, en terminant, c'est quoi les projets qui t'attendent, toi, pour course à court, moyen, long terme? Fait que dans le fond, à moyen terme, là, j'ai un marathon en Europe cet automne, que dans le fond, Cool. je vais me réessayer avec mon objectif de 2:30, en espérant que Super. ça tienne ce coup-ci. Euh, Fait que ça, c'est pas mal, mettons, l'objectif principal. C'est ce que j'ai, mettons, là, dans mon champ de vision. Euh, En dehors de tout ça, tu sais, dans la préparation marathon, j'aimerais peut-être ça courir quand même. Si je me trompe pas, le 5 km de Montréal est le championnat canadien des 5 km sur route cette année. Euh, Fait que, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça, juste aller me comparer avec du gros calibre, parce qu'il peut y avoir du gros calibre, puis c'est toujours le fun de se retrouver dans ce genre de course-là. Mhm. Euh, Fait que ça, c'est pas exactement la même corde qu'une préparation marathon mettons, typique, je pense, là, de faire les 5 kilos, mais c'est c'est quelque chose qui m'intéresse puis qui me tente. Fait que je pense que ça va être un objectif de motivation aussi, là. Mhm. Fait que c'est pas mal ça. Mettons, à court terme. Euh, Comme je disais, là, mes objectifs sont beaucoup plus sur la route depuis quelques années parce que en trail, à moins que la trail soit pas technique, j'ai toujours peur de me tourner une cheville et de pas finir la course puis tout. Mais mettons dans mes projets trail que j'ai euh, à, à moyen terme là, ben la semaine passée on a fait le tour de la ZEC de Gosford. La semaine passée, ben, dans le fond, au début juillet, là, on a fait le tour de la ZEC de Gosford avec Auguste, qui a un autre projet qu'on avait mappé qui était comme un 35 kilos, que t'es comme, ben, un moment donné, il faudrait le faire, puis ça a pris 4 ans, puis finalement, on l'a fait, puis on s'est bien amusé. Fait que, tu sais, je pense que dans mes projets de trail, ça va plus ressembler à ça aussi dans les mois à venir, là, si tu sais, des sentiers au Québec que j'ai pas encore explorés, que ça me tente d'aller voir, mettons, ben, je vais les intégrer comme une long run dans le build, puis t'es comme, ben, on va aller s'amuser dans le bois, puis relaxer au lieu de toujours regarder la montre, puis toujours être fixé sur la même chose, puis pas, tu sais, enlever un peu les œillères pour s'amuser, puis profiter, là. Mhm. OK. OK, super. Ben écoute, bonne chance puis bonne préparation pour ton marathon en sub 2:30 là. Écoute, t'as une solide progression. C'est vraiment cool à voir, là. Merci, merci. J'espère que ça va continuer à progresser dans le bon sens, là. Ouais, puis tu sais, je trouve ça cool aussi la résilience que tu as eue, tu sais, avec la course à pied, que bon, tu étais tout le temps sur la barre de te blesser, mais tu as changé de sport, puis finalement, tu es revenu plus en force.
Fait que je trouve ça cool d'avoir cette détermination-là. Puis c'est inspirant parce que, tu sais, des fois, on a une blessure qui peut être longue à passer ou quelque chose. Puis là, à un moment donné, il y a tout le temps des up and down un peu, là, tu sais. Puis c'est cool de voir que, tu sais, il y a une possibilité de s'en sortir, là. Ouais, je pense que tu sais, le corps peut s'adapter à beaucoup de choses si on lui laisse le temps de s'adapter. Fait Ouais. que, tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais de faut se connaître, là. Tu sais, il faut savoir que certaines choses passent pas bien, là. Tu sais, moi, je sais que faire de la piste d'athlétisme, faire des intensités sur piste d'athlétisme, ça passe pas bien. Fait que je m'ostine pas, tu sais, je veux dire, je vais pas faire des intensités sur la piste. Mhm. Fait que, tu sais, avec les années, on finit par se connaître, on finit par savoir ce qui marche pas. Puis, tu sais, ça permet de progresser. Mhm. Cool, super. Ben écoute, bonne continuité, puis bon succès pour ton prochain marathon, là. Merci, merci. On va s'amuser. Merci de m'avoir reçu, Jean-François. Écoute, ça fait plaisir, plaisir partagé. Yeah.